Ouais, donc je voulais revenir sur deux éditos qui ont été publiés aujourd'hui, un par le New York Times et un par The Daily Beast. Pourquoi, vous allez me dire, ce ne sont pas les éditos qui, euh, qui changent le monde, certes, mais ils démontrent que ces articles, ces articles révélations du New York Times ont un impact qui dépasse déjà le cycle habituel d'une information chez Donald Trump, en gros 6 heures. Il y a à peu près 4 grosses informations Ouais, par c'est jour. fou, c'est Je fou. suis assez persuadé de ça. Donc, les cycles d'infos sont de plus en plus courts. C'est bien de voir que ça continue à vivre. Évidemment, le plus important, vous l'avez compris, et c'est pour ça qu'on a débuté par ça, c'est les conséquences au niveau du Congrès avec ces promesses à peine masquées de destitution se basant sur tout ça. Mais je voudrais qu'on commence par l'éditorial de Maureen Dodd ce matin dans le New York Times parce que c'est vraiment l'éditorialiste vedette aux États-Unis. Mm. C'est une des Star. vétérans et stars du New York Times. Et ce qui est intéressant, c'est que son angle va vous rappeler quelque chose. Non, elle ne regarde pas la chute. En tout cas, je ne pense pas. Où elle est partie sur l'angle en disant, ben voilà, Jeffrey Epstein, c'est un fantôme. Et il va continuer de hanter Donald Trump. Il hante en ce moment la Maison-Blanche et il va continuer à hanter Donald Trump jusqu'au bout de son pouvoir. Moi, je suis même persuadé que ça va le hanter au-delà de sa disparition parce que désormais, et imaginez, c'est une sacrée victoire pour les survivantes, je suis persuadé que tous les articles qui feront le point sur la vie de Donald Trump une fois qu'il ne sera plus là parleront de l'affaire Absolument. Epstein. Donc c'est quelque chose qui va l'accompagner jusqu'au bout. Et donc je vous ai pris quelques extraits de cet article. Ce qui est intéressant, c'est que on dit que ben voilà, c'est un échec pour Donald Trump parce que en fait, c'est comme s'il y avait cette espèce de malédiction de Trump autour de lui, en disant ben voilà, il a tout essayé. Il a tout essayé pour s'en débarrasser et il n'y a plus rien qui marche. D'ailleurs, de manière humoristique, elle lui conseille d'aller acheter sur Etsy des outils, pas des objets pour justement Mm. se faire désenvoûter. Donc, parce que ça ne marche pas. Donc, on va continuer dans cet article. Elle explique que ce qui est intéressant, c'est que on est face à deux options. Soit on est dans l'option qui sont graves les deux, d'accord, mais c'est la première fois que je la vois posée comme ça dans le New York Times en disant soit il est là pour protéger ses amis, hein, c'est ce qu'il a dit à Marjorie Taylor Greene, donc on peut croire ça avec une certaine candeur, on peut dire ah bah tiens ouais, c'est pour protéger ses amis, c'est pas lui, ou alors c'est pour se protéger lui-même. Regardez, hein, protect himself, et Ouais. donc en expliquant que il fait tout de son possible pour nous éloigner de la vérité. Et elle dit que bon, il peut faire tout ce qu'il veut. En fait, en termes de diversion, il n'y a rien qui marche. L'affaire Epstein continue de le hanter. Ouais, bien vu. Donc, Ah, national obsession. ouais, C'est une bonne phrase, ça. exactement. Elle explique après que cette malédiction de Donald Trump, ce fantôme de Jeffrey Epstein, est devenu une obsession nationale. Vous allez voir tout à l'heure, on va revenir sur un sondage hein, en expliquant que d'habitude, hein, Donald Trump, et c'est vrai, il a une véritable capacité, elle parle de special ability, pour créer des distractions et une vérité alternative, un autre narratif. On a vu qu'il essayait. Oui, et c'était une raison de cette panique dans l'article au centre de la Maison Blanche parce que ça ne marchait pas pour la première fois. Ouais, non, exactement, de dire voilà, on a tout essayé, mais cela ne marche pas. On n'arrive pas à effacer cette vérité. Et c'est deux fois le même extrait. Excusez-moi, voilà, hop là. Et
donc, on revient sur les révélations de l'article du New York Times, du livre de Harman et de Swan, en expliquant que du côté de Donald Trump, on sait qu'il y a un véritable risque que l'affaire Epstein vienne faire imploser sa présidence. Et ça aussi, je trouvais que c'est un angle intéressant de se dire, voilà, on a compris que c'est une affaire qui est plus importante que souvent la manière dont les médias la traitent, un petit peu à la légère, en disant non, cette affaire-là, elle a le potentiel, parce que sur le fond, rien n'a changé, elle a le potentiel de faire tomber Donald Trump. D'une certaine manière, elle rejoint les propos des élus démocrates qu'on vient d'écouter en disant, ben voilà, il y a vraiment quelque chose à aller chercher parce qu'on peut faire tomber Donald Trump. C'est quelque chose de si rare d'avoir le sentiment d'avoir un dossier qui fait ça. Et donc, elle conclut... Ouais, donc elle conclut en revenant sur cet épisode du Nipplegate en disant, en fait, c'est peut-être les paragraphes les plus surréalistes qui n'ont jamais été écrits au New York Times. Et je trouvais que cette phrase, elle symbolise bien la présidence Trump, c'est-à-dire qu'on est dans le hors-norme. On est dans le hors-norme sur tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, le chat, je ne sais pas ce qu'en pense en chat, Cody, mais ce côté où il n'y a rien de normal jusqu'à avoir une réunion dans le Situation Room où on parle de tétons. Oui, c'est quelque chose, je ne me souviens plus qui disait ça dans le chat, mais quelqu'un qui disait c'est fou de se dire qu'aujourd'hui, Nixon est désormais devenu un président normal. Quand on compare avec Trump, c'est important aussi de se dire il faut se sortir de cette bulle des dernières 4 ans, 10 ans, tu vois, la période Trump, et se dire ok, tout ce qu'on est en train de vivre, c'est pas normal. Et sur n'importe quel sujet de la politique Trump, que ce soit la corruption, que ce soit Epstein, que ce soit son comportement envers la terre entière, il n'y a rien qui est normal, et c'est important de se rappeler ça, de ne pas juste dire ok, on va vivre avec, mais de dire non, ça c'est pas normal, et on va souligner que ce n'est pas normal, et ça doit devenir un argument de campagne. Non, c'est exactement ça, et j'ai tiqué quand tu as dit, mais c'était pas par rapport à toi, c'est juste de l'entendre, de se dire, voilà, on est dans une situation où il a normalisé Nixon, et tu prends 2 secondes pour réfléchir, dire, ouais, en fait, ouais. Oui, parce que quand on dit oh, it's his Watergate moment, quand on dit que c'est son Watergate à lui, mais c'était quoi Watergate comparé à n'importe quelle affaire Trump? Non, c'est certain, c'est certain. Donc ça, c'était pour le côté fantôme qui va continuer à hanter dans le New York Times. Il y a cet autre formidable édito de Ian Michael Black dans The Daily Beast qui est extraordinaire parce qu'il revient sur les complices. Aiding and abetting. Il vient sur les complices, comme on a vu tout à l'heure, on a entendu Robert Garcia de dire, d'un coup, là, on a le vice-président qui est coupable de faits qui peuvent lui être reprochés dans le cadre officiel d'une procédure d'institution. Là, c'est de dire que, OK, ce que raconte cet article-là nous dit quoi sur l'entourage de Donald Trump, en se disant, est-ce que ces gens-là ont pris du temps à se poser les bonnes questions, à se dire, par exemple, est-ce que Donald Trump est peut-être coupable de certaines choses? Non, il y a eu cette volonté de cacher la vérité tout de suite. Et donc, je voulais vraiment vous partager cet article-là parce que je trouve qu'il y a des moments et des réflexions extrêmement intéressantes de revenir. D'ailleurs, il commence en disant ce qui paraît complètement fou quand tu connais en plus le parcours et le contenu des podcasts de Dan Bongino, c'est se dire le seul qui apparaît un petit peu à avoir une ressemblance de conscience dans cet article-là, c'est Dan Bongino. Et on ne sait pas si c'est de la conscience en disant on ne fait pas ce qu'il faut faire. C'est plutôt du calcul politique en disant ça fait des mois que je vous préviens que cette affaire va exploser. Maintenant, je ne vais pas emporter les chapeaux.
je démissionne. Mais c'est vrai que quand on lit tout l'article, C'est le seul. c'est à peu près le seul où on a le sentiment où il a essayé de faire quelque C'est chose. certain, on a l'impression qu'il a essayé de faire quelque chose pendant quelques mois. À la fin, je crois aussi que c'est surtout pour se protéger. Quand on voit aussi qu'il est parti avec du chèque sous la main. Peut-être. Normalement, voilà. D'ailleurs, tu verras, il y a un petit truc D'accord. que je trouve que le Daily Beast a fait un truc assez sympa. On va avancer dans cet édito. On a encore beaucoup de choses. Donc, on revient que oui. Déjà, on s'en est rendu compte, c'est qu'il n'y avait pas une stratégie cohérente pour défendre Donald Trump. C'est face au dossier Epstein. On en a parlé lors de l'émission en se disant, mais en fait, ces gens-là sont nuls. Mais il dit, le plus inquiétant, et c'est sur ce point que je veux qu'on insiste aujourd'hui, c'est l'absence de curiosité. Jamais dans l'extrait de Regime Change qui a été publié, jamais on entend des personnes se dire « Ah mais est-ce que ça veut dire que Donald Trump, est-ce qu'il était vraiment ami ?» Non, hein, on ne s'intéresse pas à ça. On est là juste, on gère l'affaire Epstein comme une crise politique. Et c'est tout. C'est vrai. Ouais, c'est ce qu'on dit. Il n'y a personne qui s'est même posé la question. Les Susie Wiles et tout le monde d'autre qui était du camp Trump, le réflexe, c'était juste de protéger Trump et même d'essayer de nier la réalité pour atteindre cet objectif. Il n'y a jamais dans cet article-là un moment où quelqu'un pose une question. C'est-à-dire qu'on se retrouve, c'est J.D. Vance qui commence en disant, voilà, on est face à une situation de panique, hein, il est paniqué, etc. Mais on est dans la gestion de ce problème, pas de savoir s'il y a une raison ou pas de s'inquiéter. Jamais. Ce qui dit, voilà, dit personne a insisté sur le fait que c'était quand même des accusations qui étaient extrêmement gênantes contre Donald Trump, de se dire, ok, c'est quelqu'un qui quand même a été reconnu criminellement coupable de viol contre E. Jean Carroll, et peut-être qu'il y a un soupçon de vérité dans ce dossier Epstein. Non, on est complice dès le départ. Et je trouve que c'est des points qui, si effectivement il y a un processus destitution qui est lancé contre J.D. Vance, qui vont être posés. C'est quelque chose, s'il est interrogé un jour, où on doit lui poser la question en disant, Absolument. OK, vous avez expliqué que le président, il devait sortir ça, vous étiez inquiet. Est-ce que vous avez posé la question de la possibilité que tout ça soit vrai? Et donc, personne, par exemple, autre question, plusieurs fois dans l'article, on découvre que Donald Trump a des coups de colère, hein, du ketchup un petit peu de partout, des coups de colère quand on vient lui poser des questions sur l'affaire Epstein. Personne, de manière officielle, s'est posé la question, mais pourquoi Donald Trump réagit comme ça, systématiquement, sur ce dossier-là? C'est le seul dossier, il n'y en a pas d'autres dans le dossier, dans toutes ces affaires autour de Donald Trump où systématiquement il ne veut pas en parler, et sa seule consigne, c'est rien ne doit sortir. Ouais. C'est fou que ces genres de réactions ne font pas penser à des gens autour de Trump. Tiens, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être qu'il est coupable. Et cette dernière phrase, même de dire, c'est vrai, quand on regarde ce qu'il y a dans le dossier Epstein et on compare ça au parcours connu de Trump, la personnalité de Trump, les faits criminels même de Trump, et on se dit pas, ok, c'est possible, c'est plausible, il y a des choses qui cochent. Ouais, donc il y a tout ce travail qui n'a pas été fait, qui rend tous ces gens-là, les Susie Wiles, les Kash Patel, il y avait aussi Dan Bongino qui était là, Todd Blanche, ça les rend complètement, ça les rend coupables, et se rappelle que Donald Trump a toujours menti sur sa relation avec Epstein, et on en parlera dans les jours prochains. Il y a des nouvelles révélations qui montrent qu'il a menti à long terme sur sa relation avec Epstein, et justement, personne vient se poser des questions là-dessus en disant, mais attendez, ils ont été amis pendant 15 ans au moins. C'est quand même assez troublant. Ça n'a jamais été une question, que ce soit Epstein ou n'importe quel autre dossier. On est dans une arène politique où c'est plus raison ou pas, c'est mon équipe contre la vôtre.
Et c'est ce qu'on voit quand on voit des gens qui défendent même les frais douaniers, où ils ont les preuves devant eux que financièrement c'est une catastrophe, et on dire non, 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 c'est super parce que Trump a dit que c'est super. Et donc ça va aussi sur Epstein, où ils savent qu'ils ne peuvent pas non plus se mettre Trump à dos et dire oui, on pense que Trump est dans le dossier Epstein, même si, soyons clairs, ils sont pas assez... ils le savent. Mais bien sûr, bien sûr. Et donc ils doivent juste continuer à jouer pour leur équipe parce qu'ils se disent ça va être le mieux pour ma carrière. Non, ils le savent, et justement, cette dernière partie, c'est ça, en disant, OK, il y a un calcul politique de la part des MAGA, de se dire, est-ce que les crimes du passé comptent? Et la réponse, c'est que si ces crimes du passé, d'en parler, vont vous faire que vous allez perdre votre accès et vous allez perdre une partie du revenu, il n'existe pas. Ouais. L'exemple de Megyn Kelly qui, en mars 2025, qui dit « J'en ai rien à foutre que Trump... et abusé quelqu'un il y a une vingtaine d'années à aujourd'hui, une fois que Donald Trump l'a mis de côté sur des tas de points en disant voilà, c'est terrible, ce n'est pas un homme moral, il a trompé toutes ces femmes, etc., etc. On voit que la moralité des MAGA est liée à leur propre intérêt financier. Et je trouve que c'est vraiment bien de rappeler ça. Absolument, c'est quelque chose qu'on voit à plusieurs reprises, mais c'est intéressant de le voir même avec le dossier Epstein. Ouais, on continue dans cet article. Regardez, la moralité compte simplement quand vous pouvez l'utiliser comme un gourdin. C'est-à-dire que quand vous pouvez accuser le camp d'en face d'être immoral, vous le faites, mais pas lorsque c'est Donald Trump. Je trouve que c'est assez juste. Et ça, c'est l'extrait dont je te disais. C'est qu'il disait, en fait, du côté de Donald Trump, l'affaire Epstein nous a fait passer le message en disant on n'en a rien à faire. On n'en a rien à faire parce que ça va nous permettre de n'avoir rien à faire, d'avoir une nouvelle paire de Florsheim, donc les chaussures donc offertes par Trump. On pense ici à Rubio, qui on pouvait aimer ou pas Rubio, mais il s'est assis sur énormément de ses convictions en échange non seulement d'une belle paire de chaussures, mais peut-être le soutien de Donald Trump dans une présidentielle en 2028, en disant ça, ou un poste d'ambassadeur, il y a des tas d'exemples, ou l'accès à une caisse noire crypto, et le fait que c'est juste en dessous de ça qu'ils ont mis la photo de Don Bongino. Je ne dis pas que c'est fait exprès, mais lorsqu'on voit que au moment où tout le monde le craint à la Maison-Blanche, tout le monde le craint à la Maison-Blanche, il a dit qu'il allait démissionner, il a même disparu de la circulation. Les seuls points sur lesquels il insiste, c'est qu'il est en train de perdre des millions de dollars et que d'un coup, il part. Et du moins, il reste pendant plusieurs mois alors qu'il menace de partir. Il ne balance rien et il continue même aujourd'hui à être discret sur tout ça. Ouais, voilà. Tirez vos propres conclusions. Exactement. Et donc, il dit, en fait, il dit, voilà, il n'y a pas de héros dans cette histoire. Il dit, en fait, oui, les héros, ce sont des héroïnes. Ce sont Virginia Giuffre, Maya Farmer, Sarah Ransom, Tesla Davis, Chanta Davis, Lisa Phillips, Jennifer Rose, Juliette Bryant et tous celles et ceux qui ont eu le courage de publiquement raconter leurs histoires, partager leurs histoires et jusqu'à être menacés, victimisés, attaqués par les alliés de Donald Trump.